Julien Dubois était un homme qui signait l'horizon de Paris. Ses immeubles, structures audacieuses de verre et d'acier, dialoguant avec les toits d'ardoise de la ville, étaient plus que de l'architecture. C'étaient des manifestes, de pouvoir, des monuments à son propre nom. Il était maître dans l'art de plier la lumière au-dessus de la scène et de sculpter l'espace avec une audace qui lui valut le prix Pritzker. Dans les salles de conseil, sa présence était comme celle de la Tour Eiffel. Iconique, inébranlable, définissant le paysage alentour. Son regard, entraîné à repérer la moindre faille dans un projet complexe, disséquait les gens avec la même précision glaciale. Il avait conquis le respect, l'admiration et, surtout, la distance qu'il avait toujours recherchée. Mais 25 ans plus tôt, au milieu de la poussière de plâtre de son premier appartement dans le Marais, il avait commis son erreur de calcul fondamentale. Il avait démoli la fondation la plus importante de sa vie en quittant Annelise. Elle était la seule à ne pas voir ses projets, mais son âme, la seule à aimer l'esquisse, non la maquette finale. Annelise n'habitait pas les Penthouse, du 16e arrondissement. Son univers était une librairie d'occasion dans le quartier latin, un refuge de calme parfumé de papier ancien et de café corsé. Elle possédait un art que Julien ne maîtriserait jamais, celui de bâtir un sanctuaire. Tandis qu'il érigeait des empires de béton, elle cultivait la sérénité. Le silence de sa boutique était une invitation, le sien, un décret. Les traumatismes de Julien étaient enfouis dans les fondations de ses musées, mêlés au ciment. Ses nuits blanches étaient peuplées de révisions de plans, un bruit constant pour étouffer le silence d'une vie qui aurait pu être. Une vie avec Annelise. Les enfants qu'ils avaient imaginés ensemble étaient comme des croquis archivés dans un portfolio, la promesse d'un bonheur enfermé dans un tiroir verrouillé, couvert de poussière par le temps. Au début, il était un jeune idéaliste, passionné, dont les promesses étaient aussi grandioses que ses futurs édifices. Mais l'ascension vers les sommets exigea des sacrifices, et son âme fut la première hypothéquée. La femme qu'il aimait devint un souvenir encombrant, la réminiscence d'une simplicité qu'il méprisait désormais. Pour Julien, l'architecte, acclamé, Annelise devint invisible, l'ombre d'un passé qu'il s'efforçait de démolir. Un jour, il partit simplement. Les excuses furent vagues, des mots froids comme le marbre de Carrare qu'il affectionnait tant. « J'ai besoin d'espace pour créer », dit-il, évitant son regard. Annelise, avec un calme semblant extrait des vieilles pierres de la ville, ne supplia pas. Elle prépara sa petite valise, la lui tendit d'une main ferme, et d'une voix qui ne trembla pas dit « Si tu vas construire ta vie ailleurs, Julien, que ce soit ta cathédrale. » Et il essaya. Dans les années qui suivirent, Julien érigea ses cathédrales de succès. Ses projets redéfinirent les horizons de Londres, à Berlin. Il devint une légende. Il parcourut le monde, collectionna œuvres d'art, amante et prix. Mais un étrange sentiment commença à s'infiltrer dans les fissures de sa vie parfaitement dessinée. Un vide. Au début, une fissure fine, presque imperceptible. Avec le temps, une faille structurelle. Une absence menaçant de faire s'effondrer l'édifice tout entier. Puis, un jour, 25 ans plus tard, le destin agit tel un conservateur implacable. Julien se trouvait à Rome, lors de l'inauguration d'une nouvelle aile de la Galleria Borghese qu'il avait lui-même conçue. C'était un lieu de beauté intemporelle, où il se sentait un dieu parmi les maîtres. Il arpentait les salles, lorsque le son d'un rire le fit s'arrêter. Il traversa la galerie et le temps, frappé par la force d'une révélation baroque. De l'autre côté du salon, devant une sculpture de Bernini, se tenait Annelise. Elle était plus âgée, des mèches argentées illuminant ses cheveux, mais la lumière dans ses yeux était la même. À ses côtés, un jeune homme gesticulait avec enthousiasme, décrivant la torsion du marbre. Puis le jeune se tourna, et le monde de Julien, jusque-là aussi stable que le Panthéon, bascula sur son axe. C'était comme regarder dans un miroir du temps. Le même ovale du visage, les mêmes yeux expressifs. C'était son propre portrait, 25 ans plus jeune. Son cœur s'emballa. À cet instant,
Les yeux d'Annelise croisèrent les siens. Il y eut une seconde de surprise, mais aucune hésitation. Elle sourit. « Julien » dit-elle, sa voix calme traversant l'espace qui les séparait. Quelle coïncidence. Le jeune homme regarda Annelise puis l'inconnu. « Mon cher » dit Annelise en se tournant vers lui. « Voici Julien Dubois. » Une vieille connaissance. Julien sentit l'air lui manquer. Les mots restaient coincés sous les décombres de son orgueil. Annelise, avec un calme presque divin, poursuivit, son regard ancré dans le sien. « Julien, voici Théo, mon fils. » La révélation le frappa. Le poids de 25 années de choix égoïstes s'effondra sur ses épaules. « Pourquoi ?» réussit-il à murmurer. « Parce que tu es parti, Julien, » répondit-elle, sans colère, mais avec la clarté de la vérité. « Tu ne t'es jamais retourné. J'ai continué ma vie. » Et il a grandi, devenant l'homme que toi, dans tes plus beaux rêves, aspirais à être. 2 jours plus tard, ils s'assirent dans un café tranquille, près du Campo dei Fiori. L'air entre Julien et Théo était dense, chargé de siècles d'histoire tue. « Merci d'être venu, » dit Julien, la voix rauque. « Ma mère a dit que c'était important, » répondit Théo, avec un calme démentant la situation. « Elle n'a jamais parlé de toi avec colère. Elle parlait avec une sorte de mélancolie, comme si elle regardait une cathédrale inachevée. » Le mot le frappa. « Inachevé, oui, c'est une bonne définition. J'ai bâti la façade, la nef, mais il n'y a jamais eu d'autel, seulement de l'écho. J'ai eu une belle vie, poursuivit Théo, mais il y a toujours eu un espace blanc dans mon histoire. Un architecte inconnu. » Julien ferma les yeux, absorbant le coup doux de ses paroles. « J'étais un lâche. J'ai échangé le plan d'une famille contre celui d'un musée. Ce fut la pire erreur de conception de ma vie. » Théo remua son expresso, pensif. « Vous savez, j'étudie l'histoire de l'art. J'ai appris que, parfois, les ruines du Forum romain sont plus belles que les temples originaux, parce qu'elles racontent une histoire plus honnête. » Julien le regarda, ému. « J'aimerais, si tu me le permets, connaître ton histoire, celle que je n'ai pas aidé à construire. J'aimerais savoir qui tu es, Théo. » Théo le fixa, longuement, puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Moi aussi. J'aimerais comprendre qui est l'architecte, pas la légende, l'homme. » L'esquisse originale. Ce café fut la pose de la première pierre. Les conversations qui suivirent furent hésitantes, comme les premiers traits d'un nouveau projet. Julien apprit l'enfance de Théo à Paris, son amour des livres, la manière dont Annelise lui avait appris à voir la beauté dans les gargouilles de Notre-Dame. Théo, de son côté, commença à voir au-delà de la façade de l'architecte, célèbre, apercevant le jeune idéaliste qui avait existé autrefois. La réconciliation entre père et fils fleurit, mais la relation entre Julien et Annelise restait un territoire délicat, un jardin d'hiver attendant le printemps. Ils se retrouvaient autour de café, toujours avec la présence réconfortante de Théo comme pont. Ils parlèrent du présent, de l'avenir de Théo, mais le passé était une cité engloutie entre eux, visible mais intouchable. Le moment décisif vint quelques mois plus tard. Julien emmena Théo sur un petit terrain qu'il possédait encore à Aix-en-Provence, un lieu qu'il avait acheté avec Annelise, rêvant d'y bâtir un refuge. Cette fois, il demanda aussi à Annelise de venir. Sous le ciel bleu de Provence, Julien déploya sur le capot de la voiture un vieux croquis jauni. « Je l'ai gardé », dit-il, la voix nouée, en regardant d'abord Théo puis Annelise. « C'était censé être notre maison. Il y avait un jardin de lavande pour toi, Annelise, et un atelier pour moi, et une chambre avec une fenêtre donnant sur le mont Sainte-Victoire. » Théo, comprenant l'importance du moment, fit un pas en arrière, leur offrant de l'espace. « Je crois que je vais marcher un peu, » dit-il avec un sourire complice, les laissant seuls pour la première fois depuis 25 ans. Le silence qui s'installa n'était plus celui d'un abîme, mais celui d'une pause respectueuse. « Tu n'as jamais rien jeté, n'est-ce pas, Julien ?»
dit Annelise en traçant la ligne du toit sur le dessin du bout du doigt. Sa voix était douce, sans reproche. « Seulement ce qui comptait le plus, » répondit-il avec une honnêteté brutale. Il se tourna vers elle, ses yeux rencontrant les siens. « Annelise, j'ai passé ma vie à construire des espaces vides, parce que le seul espace qui importait, je l'ai moi-même vidé. Chaque prix, chaque inauguration. Ce n'était qu'un écho creux sans toi pour le partager. » Annelise le regarda, et pour la première fois, il vit au-delà de la force sereine. Il vit la vulnérabilité, la mémoire de la douleur, mais aussi une tendresse qui avait survécu au temps. « J'ai construit ma vie, Julien, une bonne vie. Mais parfois, la nuit, dans le silence de la librairie, je me demandais à quoi ressemblerait la cathédrale que nous n'avons jamais bâtie. » Il fit un pas hésitant, réduisant la distance de décennies. « Peut-être que les cathédrales ne sont pas faites pour 2 personnes, » murmura-t-il. « Peut-être que ce dont nous avions besoin, c'était simplement d'une maison, avec un jardin de lavande. » Il tendit la main, non pour toucher le dessin, mais pour elle. Avec une légère hésitation, Annelise posa sa main dans la sienne. La texture de sa peau, les lignes d'une vie de travail, étaient à la fois étrangères et douloureusement familières. « Le croquis est vieux, » dit-elle, la voix un peu tremblante. « Les traits sont estompés. Mais les fondations sont toujours là, » répondit Julien en serrant doucement sa main. « Le terrain est le même, et l'architecte a enfin appris la leçon. » Une larme silencieuse coula sur la joue d'Annelise, larme de deuil pour le temps perdu, mais aussi d'espoir pour ce qui pouvait être retrouvé. Julien, avec une délicatesse qu'il croyait perdue, essuya la larme du pouce. Dans ce geste, le passé et l'avenir se rencontrèrent. Quand Théo revint, il les trouva côte à côte, toujours main dans la main, regardant non pas le terrain vague, mais l'un l'autre. La plus grande œuvre de Julien Dubois ne serait pas faite d'acier et de verre, mais d'une reconstruction patiente, édifiée sur les ruines honnêtes d'un grand amour, avec un nouveau croquis tracé, non sur papier, mais dans les regards qui promettaient, enfin, un recommencement.